Élection présidentielle du 29 juillet au Mali, le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé a officiellement été investi candidat ce samedi. Les manifestations anti-gouvernement continuent à Madagascar. L'opposition s'est réunie dans la capitale pour exprimer son mécontentement. Puis attaque à l'arme blanche en France. L'assaillant a tué une personne et blessé 4 autres à Paris ce samedi. Dimanche 13 mai 2018, bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. On démarre cette édition par une hôte du Mali. Le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé s'est lancé dans la course à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. L'annonce a officiellement été faite hier samedi lors d'un géant meeting au stade du 26 mars à Bamako. Plus de précisions à travers ce reportage. L'ambiance était des plus euphoriques au stade du 26 mars à Bamako. Plus de 60 000 personnes, en croit la presse, 80 000 selon les organisateurs, sont venus à la rencontre du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, désormais candidat de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, en vue de la présidentielle du 29 juillet. Soyons vigilants, pas de tricherie, pas de fraude comme en 2013, pas de yurkou comme en 2013. Pas de yagani comme en 2013. Nous n'accepterons plus cela. Vous n'accepterez plus cela. Votre présence ici, c'est pour votre victoire. Et votre victoire, vous l'aurez. Pour plus d'un, le candidat poids lourd, vétéran de la politique malienne, est désormais l'homme de la situation. Le répondant idéal au manquement d'Ibeka. Le président sortant a manqué à son obligation contractuelle. Il a manqué à me donner de l'eau. Il a manqué à me donner de la nourriture. Ibeka a échoué à me sécuriser. Il a échoué à me donner de la perspective. Ibeka a échoué à préserver mes droits de liberté. 5 ans de galère, 5 ans de malheur, 5 ans de souffrance. Je suis là pour le Mali. Je suis là pour la démocratie malienne. Je suis là pour le changement. Nous espérons ce changement. Et nous pensons également que cette fois-ci, c'est la bonne. Il faut que ça change. Il faut que le pays avance. Et je pense qu'avec M. Cissé, le pays va avancer. La cérémonie d'investiture conduite par l'URD et la plateforme Ensemble Restaurant l'Espoir a été ponctuée de la présence très remarquée des chefs de file de l'opposition guinéenne et burkinabé, Cellou Dalein Diallo et Zéphirin Diabry. D'une opposition à une autre, et cette fois-ci, celle du Madagascar qui poursuit sa manifestation entamée depuis 21 jours en se réunissant dans la capitale pour exprimer son mécontentement quant à l'adoption de nouvelles lois électorales qu'elle juge partiales. L'Union africaine a quant à elle fait état de son optimisme pour trouver un accord politique entre les différentes parties. Voici les images. La crise politique malgache persiste. Si l'Union africaine se dit optimiste pour trouver un accord politique entre les différentes parties, l'opposition, elle, ne lâche pas prise. L'ambassadeur haut représentant de l'Union africaine et les autres émissaires de la communauté internationale ont obtenu des principales parties à la crise l'ouverture de consultations politiques en vue du rapprochement des points de vue, ce qui devrait aboutir à un projet d'accord politique devant permettre une évolution vers la tenue de l'élection présidentielle à la date prévue par la Constitution malgache. Mais se sentant négligés dans cette médiation au profit des chefs de parti, les 73 députés de l'opposition mettent en garde les médiateurs. Dégager tous, on propose qu'ils dégagent, point final. Mais légalement, on veut que ça se passe légalement. Donc on attend les résultats de la CC, on attend les plaintes déposées au Bianco surtout, qui vont prouver qu'ils ont bien pris le pognon, se sont bien engraissés et qu'ils ont levé la main, pas par conviction. Que ce soit de la SADC ou de l'Union africaine ou des Nations unies, laissez les Malgaches régler leurs problèmes parce que vous ne connaissez pas leurs problèmes. C'est nos dirigeants qui spolient nos richesses. Et avec leur gourmandise personnelle et leur despotisme qui a détruit Madagascar.
La crise politique a commencé à Madagascar suite à l'adoption de nouvelles lois électorales jugées partiales par les députés de l'opposition. Ces derniers ont obtenu partiellement satisfaction le 3 mai dernier avec l'annulation par la Haute Cour constitutionnelle de certaines dispositions controversées de ces textes. Ils ont toutefois décidé de poursuivre la mobilisation jusqu'à ce que la plus haute juridiction du pays se prononce sur la demande de destitution du chef de l'État qu'ils ont récemment déposée. L'ONG Médecins sans frontières fait le point sur l'épidémie d'Ebola déclarée au nord de la République démocratique du Congo qui a déjà fait 18 morts selon l'OMS. Un plan de riposte est en train d'être dessiné et les autorités congolaises, l'OMS ainsi que MSF sont déjà en discussion afin d'avoir les vaccins disponibles, indique l'ONG. Voici le reportage. L'ONG Médecins sans frontières met aussi en place un centre de traitement pour la prise en charge des cas dans la zone de santé de Bikoro, selon l'OMS. Les autorités congolaises et l'OMS ainsi qu'MSF sont déjà en discussion afin d'avoir les vaccins disponibles. Ces vaccins ont déjà été utilisés lors de l'épidémie de 2014 en Sierra Leone et en Guinée. Au niveau régional, 9 pays voisins ont été mis en état d'alerte et le risque a été jugé élevé pour la République centrafricaine et la République du Congo en raison de leur proximité avec le fleuve Congo, note l'OMS. L'agence de l'ONU n'appelle pas toutefois à une restriction des échanges commerciaux et des vols des compagnies aériennes avec ces pays. Apparu pour la première fois dans l'Est Jaï, actuelle République démocratique du Congo en 1976, la fièvre hémorragique Ebola vient d'un virus qui se transmet par contact physique avec des liquides corporels infectés. Le gibier de brousse est considéré comme un vecteur potentiel. Les travailleurs humanitaires vont devoir surmonter d'autres difficultés pour venir en aide aux populations affectées. Aussi, l'ONU espère acheminer du matériel sur place dès ce week-end grâce à des hélicoptères et l'OMS souhaite mettre en place un véritable pont aérien avec des petits avions dès que possible pour transporter davantage d'aide. Seul hic, l'absence de pistes pour atterrir. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, s'est adressé aux anciens combattants à Harare. Mnangagwa a pris le pouvoir en novembre 2017 après que Mugabe, aujourd'hui âgé de 94 ans, a été démis de ses fonctions lorsque les militaires ont brièvement pris le pouvoir. Il fait maintenant campagne avant les élections prévues en juillet. Les détails dans ce élément. La puissante organisation des anciens combattants de la guerre d'indépendance a joué un rôle déterminant dans le départ de Robert Mugabe en le lâchant après plus de 3 décennies de bons et loyaux services. Ce vendredi, Emmerson Mnangagwa les a appelés à se lancer à plein régime dans la campagne électorale en vue d'une victoire tonitruante. Nous devons gagner le cœur et les esprits de notre peuple, a-t-il ajouté devant quelques 5000 anciens combattants réunis dans la capitale Harare. Comme vous le savez, ces élections seront supervisées par des observateurs internationaux. J'en appelle à tous nos concitoyens pour qu'ils leur montrent la grande hospitalité des Zimbabwéens et qu'en effet, notre démocratie est arrivée à maturité. Le chef de l'État s'est également engagé à améliorer leurs conditions de vie en augmentant leur allocation mensuelle, actuellement fixée à $206. Emmerson Mnangagwa lui-même, ancien combattant et ex-allié de Robert Mugabe, va briguer la présidence sous les couleurs de la ZANU-PF. Il est quasiment assuré de l'emporter face au principal candidat de l'opposition, Nelson Chamisa, du mouvement pour le changement démocratique, en proie à des rivalités après la mort en février de son chef historique, Morgan Tsvangirai. Les précédentes élections au Zimbabwe ont été entachées de fraude et de violence, mais le nouveau président s'est engagé à organiser des scrutins libres et justes qui pourraient permettre au pays de regagner la confiance des investisseurs et de la communauté internationale, alors que le Zimbabwe est aux abois économiquement et financièrement. En France, un passant a été tué et 4 personnes ont été blessées samedi soir à Paris. L'attaque a été perpétrée par un homme armé d'un couteau qui a crié Allah Akbar selon des témoins. Il a été abattu par des policiers. L'attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique EI. On fait le point dans ce reportage. L'attaque à l'arme blanche survenue dans la soirée de samedi a déjà été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique.
Son auteur était connu des renseignements. Âgé de 29 ans, l'assaillant d'origine française, né en Tchétchénie, a tué au couteau un passant et blessé 4 personnes. L'incident s'est produit en plein cœur de Paris. Un drame que raconte ici un témoin de la scène. Elle a tout de suite essayé de rentrer dans notre restaurant pour se réfugier. Puis là, l'agresseur lui a sauté dessus. Elle n'a pas eu le temps de rentrer dans notre restaurant. Elle était devant la porte. L'agresseur lui a sauté dessus. Elle est tombée par terre. Elle est restée par terre en fait. Et là, un ami de la jeune femme est venu tout de suite l'aider. L'agresseur a ensuite s'est mis sur l'ami de la jeune femme. Il a essayé de l'agresser. Le jeune homme a couru dans le restaurant d'à côté. Puis là, ça commence à être la panique. Tout le monde a couru parce que tout le monde a vu l'agresseur. Le jeune homme est revenu en criant le nom de son ami. Il l'a relevé tout de suite et ils sont partis dans le sens opposé de l'agresseur pour le fuir le plus vite possible. Le ministre de l'Intérieur français a assuré que les 4 personnes blessées dans l'attaque sont désormais hors de danger. On reste en France où des étudiants de Nanterre n'ont pas pu passer leur partiel ce vendredi. Ils étaient des centaines d'opposants à la réforme de l'université à les y empêcher. Une situation qui a suscité l'indignation du gouvernement français. Reportage. Les partiels avaient été délocalisés à Arcueil en raison de la paralysie de leur faculté face aux tensions sur place. En effet, au lieu de la mobilisation contre la loi sur l'accès à l'université est bloquée depuis 3 semaines, la fac des Hauts-de-Seine avait pris acte de l'impossibilité d'organiser des partiels sur son campus et décidé d'en délocaliser une partie à Arcueil afin de permettre aux étudiants de valider leur semestre. Mais devant le centre d'examen, des manifestants s'étaient positionnés très tôt devant les grilles du site pour en bloquer les accès et empêcher les étudiants de se rendre aux épreuves. Pourquoi embêter les étudiants, sachant que c'est normalement pour nous qui font ça? Mais pourquoi nous embêter nous? Pourquoi ne pas aller le manifester directement, je sais pas, devant l'Élysée par exemple, embêter le gouvernement ou agir sur l'économie, car ça peut avoir une incidence, mais pas bloquer les étudiants. Le gouvernement, il ne cédera pas. On est tous contre la loi, ça c'est sûr, c'est certain. Vous demanderez à n'importe quel étudiant, il vous dira qu'on est contre la loi. Parce qu'évidemment, on est pour l'égalité, on est pour le maximum de chances à tous les étudiants, aux futurs étudiants. Mais pour le blocage, en tout cas, les méthodes qui ont été employées par certains étudiants, elles sont justes. La fac, c'est un service public et ils n'ont pas le droit d'empêcher certaines personnes d'accéder à un service public. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestants et libérer l'accès aux bâtiments. Les partiels ont été reportés par les autorités. L'annonce de l'annulation a été saluée sur place par les bloqueurs. Après ce report, la faculté de Nanterre a dit étudier les modalités possibles pour de nouveaux partiels. Puis au Venezuela, à quelques jours de l'élection présidentielle, les habitants d'un bidonville de Caracas sont toujours indécis. Et pour cause, la coalition d'opposition MUD, qui ne participera pas aux prochaines élections, a appelé le pays à s'abstenir de voter. Une position que les 2 candidats de l'opposition, Henri Falcón et Javier Bertucci, considèrent comme un cadeau au profit du candidat du gouvernement actuel, le président Nicolás Maduro. Suivez plutôt. Les gens me disent de ne pas voter, mais je veux voter. Voir si nous pouvons nous réveiller de ce cauchemar une fois pour toutes. On ne peut pas manger, on ne peut rien faire. Je vais participer et je vais voter pour Nicolás Maduro parce qu'il est le candidat de la patrie. Avec lui, nous allons poursuivre cette révolution belle et sacrée. Certains vous disent de voter, d'autres vous disent de ne pas voter, que les élections sont illégitimes, mais allons voir le 20. Vous devez vous lever et permettre à votre cœur de vous guider pour voir ce que vous décidez de faire. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.